Quel est le point commun entre la tour des vents d'Athènes, la coupole du rocher à Jérusalem, le Castel del Monte, château italien du XIIIe siècle, et les fonts baptistaux de nos églises? La forme octogonale, sans aucun doute. C'est aussi la forme de la lunette de la célèbre Royal Oak d'Audemars Piguet. Coïncidence? Je ne pense pas. L'histoire de la Royal Oak d'Audemars Piguet est faite de nombreux mythes et légendes. Et alors qu'en 2022, cette superbe montre célèbre son 50e anniversaire, il est temps de revenir sur son histoire, sa vraie histoire, surtout après que Audemars Piguet ait publié sur son site des chroniques qui expliquent en détail tous les détails techniques, toutes les anecdotes qui ont vu naître la Royal Oak d'Audemars Piguet. Pour comprendre la création de la Royal Oak, il faut revenir dans l'époque, le contexte qui l'a vu naître. Nous sommes alors au milieu des années 60, vers la fin des années 60, en tout cas dans la deuxième partie des années 60, et on commence à voir poindre une grande crise qui nous vient en fait d'Asie, du Japon plus particulièrement, où le quartz commence son développement. Le quartz, ce sont des montres très précises, des montres qui sont très innovantes et qui par conséquent séduisent le public. Et il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. À l'époque, les montres à quartz sont des véritables montres de luxe, souvent beaucoup plus chères que des montres mécaniques. Et donc en plus, on a ce petit côté luxe. Donc la montre sportive à quartz luxueuse est bien souvent en acier. Le but d'Audemars Piguet, c'est alors de vendre davantage de montres. Pour ce faire, puisque ces canaux sont forcément limités à ce moment-là, on rappelle que dans ces années-là, Audemars Piguet ne produit pas énormément de montres par an, environ 5000 pièces sortent des ateliers de la marque. Et donc elle décide de s'associer à la SSIH, Société Suisse pour l'Industrie Horlogère. Le SSIH à l'époque, c'est 4,6 millions de montres produites par an. 4,6 millions. C'est 20 marques de montres et c'est aux environs de 7000 employés. Donc d'un côté, ça permet à la SSIH d'incorporer une marque haut de gamme et de monter un peu en niveau par rapport à son portefeuille de montres. Et pour Audemars Piguet, ça permet en fait d'avoir des distributeurs dans le monde entier, d'avoir plus de points de chute et donc de vendre davantage de montres plus facilement. Le 5 février 1969, l'accord est entériné entre Audemars Piguet et la SSIH et tout peut alors commencer. Nous sommes le 10 avril 1970 à la foire de Bâle, un jour avant l'ouverture de notre regretté événement horloger. Georges Gollet rencontre ce que l'on appelle alors les trois mousquetaires, donc trois agents qui travaillent pour la SSIH pour des marques différentes, qui leur donnent un peu des tendances de marché, de ce qui pourrait fonctionner. Donc évidemment, on parle qu'une montre, éventuellement une montre de luxe en acier pourrait séduire des marchés, parce qu'il faut savoir qu'Audemars Piguet à l'époque produisait des garde-temps dans des matériaux précieux, avec des pierres précieuses, etc. Enfin, c'était vraiment une marque de haut niveau, ça l'est toujours. Mais voilà, on associait vraiment la montre de luxe avec la montre en or, la montre avec des pierres précieuses, etc. Donc là, les tendances, c'est clairement, est-ce qu'on pourrait faire une montre de sport en acier qui reste luxueuse. Donc le directeur général d'Audemars Piguet à l'époque, il hésite forcément un petit peu. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas dénaturer l'identité de la marque Audemars Piguet? Donc il a du mal à prendre une décision. Mais finalement, dans ce contexte où tout avance très vite, où des concurrents arrivent, il prend la décision de donner une chance à ce qui serait une montre de sport de luxe chez Audemars Piguet. Sa botte secrète, c'est le designer Gerald Genta. Alors il faut savoir que le nom de designer horloger n'est pas vraiment courant à l'époque, puisqu'un designer peut s'occuper à la fois de voitures, d'ustensiles de cuisine, mais aussi de montres. Quoi qu'il en soit, Gerald Genta a 38 ans et il a déjà designé la Pole Router d'Universal Genève et quelques constellations pour redonner un peu de puissance à ces pièces fantastiques chez Omega. Il faut savoir que Gerald Genta a déjà collaboré avec Audemars Piguet pour créer des montres fines, assez jolies, presque géométriques, fin des années 60. Donc on revient à cette date fatale du 10 avril 70. On est toujours à Bâle. Georges Gollet a eu en fait ce retour de création, ses petits doutes, est-ce qu'il faut créer cette montre, etc. La foire ouvre le lendemain, donc il prend son téléphone, il appelle Gérald et il lui dit « Mon Gérald, salut, là il faut que tu me dessines une montre pour demain matin. Le brief, c'est qu'il me faut une montre de sport luxueuse en acier, quelque chose qu'on n'a jamais vu, vous avez 2 heures. Voilà, en gros c'est le plan, c'est tu le fais pour demain matin, tu es brillant, j'ai confiance en toi,
donne tout ce que tu peux. Bon, Gerald Genta, le pauvre, devait être sûrement un peu fatigué. En plus, la foire commençait le lendemain, il travaillait pour la foire, c'est-à-dire que Gerald Genta, il ne servait pas juste à présenter des montres, mais c'est lui qui faisait un peu du merchandising en fait à l'époque, qui mettait les pièces dans les vitrines et qui faisait la petite mise en scène. Donc Gerald Genta prend son crayon et en fait la première chose qui lui vient à l'idée, il aurait en fait entendu que Golay voulait une montre étanche. Donc en fait, quand il pense à la montre de sport étanche en acier, il pense à une scène de son enfance alors qu'il est autour du lac de Genève et qu'il voit un scaphandrier en fait avec un masque, un énorme masque en acier ou en bronze probablement, en fait avec 8 vis hexagonales et une forme plus ou moins octogonale. Alors on n'a jamais réussi véritablement à trouver d'où venait l'inspiration de l'octogone. On trouve l'inspiration sur les casques de scaphandrier de ces vis hexagonales, mais pour l'octogone, on ne sait pas vraiment. Peut-être que c'est son inconscient qui aurait en fait eu le souvenir d'une machine qui se trouvait alors dans les bureaux d'Audemars Piguet à Genève, dans des petits bureaux, où en fait il y avait un pèse-colis qui avait une forme tout à fait octogonale et vu qu'il y a passé du temps, peut-être que dans son inconscient, voilà, l'octogone est arrivé un peu comme un petit oiseau sur une branche. Bref, le 11 avril 1970, Gerald Genta envoie du très très lourd, montre les dessins, Georges Golay est conquis, les 3 mousquetaires, donc les 3 agents distributeurs du SSIH sont conquis et c'est le début d'une très très belle histoire. Une très très belle histoire qui va d'abord s'occuper de produire des prototypes. Alors, Gerald Genta aime tellement la montre qu'il vient de dessiner qu'il veut absolument s'occuper du prototypage, évidemment en accord avec Audemars Piguet. Il se rend ainsi chez le très célèbre fabricant de l'époque, Favre et Perret, pour construire le prototype de cette célèbre Royal Oak. Qui ne s'appelle pas encore la Royal Oak, mais ça on vous l'expliquera plus tard. En fait, cette entreprise Favre et Perret ne produisait à l'époque que des boîtiers en or. C'est pourquoi en fait les premiers prototypes de cette montre, avant d'être en acier, et pour ça il faudra un peu se battre avec Favre et Perret, seront réalisés en or blanc. Ça, c'est pour la partie design, c'est pour la partie boîtier. On commence un peu à comprendre au fil du temps ces petites anecdotes, ces petits détails qui font que la Royal Oak est une grande montre. Maintenant le cadran, parce qu'en fait ce qui est aussi impressionnant avec la Royal Oak, ce qui est aussi identitaire de la Royal Oak, c'est son cadran. Alors sa naissance, elle est un peu le fruit du hasard. Vous avez en fait une entreprise qui s'appelle La Nationale, qui est une entreprise qui produit en fait des guillochages sur des briquets, sur des étuis à cigarettes, sur ce genre de produits avec des très belles machines, avec des artisans, des savoir-faire, qui en fait, autour de l'année 70, perd complètement son savoir-faire de guillochage, de certains guillochages, parce que en fait, le dernier employé qui savait utiliser les machines se fait la malle, donc c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont des commandes en cours en plus. Ils vont contacter leur voisin, qui n'est autre que le célèbre cadranier Stern Frères, en leur disant les gars, en fait, on a des commandes en cours, on ne sait pas vraiment utiliser ces machines parce que l'employé s'est fait la malle. Donc, est-ce qu'on peut vous passer les machines? Vous essayez de finir un peu ces dernières commandes et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, à l'époque, Roland Thiel, qui est en fait à la tête du design chez le cadranier Stern Frères, qui produit des cadrans pour Patek, pour Vacheron et j'en passe, rencontre Gerald Genta parce que justement, il cherchait un cadran pour cette Audemars Piguet, ce nouveau modèle d'Audemars Piguet. Et en fait, le Roland Thiel, il a été séduit par les motifs qu'il a reçus en même temps que les machines, les motifs de guillochage, et il montre ça un peu à notre ami Gerald Genta. Et Gerald Genta sélectionne 13 motifs, dont le motif T21 pour tapisserie 21, qui est le motif aujourd'hui célèbre de la Royal Oak, le motif petite tapisserie, qui est composé en fait de petites pyramides sectionnées, de petites pyramides tronquées, et entre ces petites pyramides, d'une multitude, d'une millier de petits trous réalisés à l'aide d'un diamant. Le boîtier c'est bon, le cadran c'est bon, la couleur, vous le savez très bien d'origine, est une couleur bleu foncé que l'on obtient en fait dans un bain par électroplaquage ou plaquage par galvanoplastie. Alors il faut savoir que c'est un procédé assez compliqué, si compliqué en fait à réaliser que les premiers cadrans des Royal Oak sortiront dans des teintes de bleu très légèrement différentes, mais peu importe, on y arrive. Donc par un savant mélange de bleu, le bleu qui s'appelle le bleu nuit 1, plus N50, donc qui est une autre couleur, le nuage 50, qui est en fait un peu comme ces Anglais qui mettent un nuage de lait dans leur thé, et ben les Suisses, chez Audemars Piguet, et en particulier chez le cadranier Stern Frères, mettaient un tout petit peu de noir dans la laque qui permettait de recouvrir le cadran une fois le bleu appliqué, ce qui donne en fait cette couleur assez unique, bleu nuit noir selon les reflets, avec ces magnifiques motifs de tapisserie. Voilà, pour l'instant on a un peu habillé la montre, mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Pour équiper cette Royal Oak, donc cette montre sportive en acier de luxe,
il fallait a priori un mouvement mécanique et un mouvement mécanique automatique, si possible le plus fin possible, si possible le plus fin pour répondre justement à cette norme de luxe. Et donc on pense obligatoirement au calibre 21-20, dérivé du calibre 21-20 en fait qui était le fruit de la collaboration entre Lecoultre, Vacheron et Audemars. Un calibre qui mesure en épaisseur 3,05 mm, donc un calibre automatique, il faut le dire, à l'époque un des plus fins existants. Et il faut savoir que le calibre 21-21 équipera la Jumbo, la référence Jumbo, donc 39 mm de la Royal Oak, jusqu'à la fin 2021, avant la présentation du nouveau modèle il y a quelques jours, en 2022. Donc forcément, avec ce degré de complexité, de malade mental que je viens de vous expliquer, alors que la montre elle n'est même pas encore sortie, on va mettre une petite couche encore de difficulté, parce que sinon ce serait pas marrant, avec le bracelet. Donc on a parlé du boîtier, on a parlé du cadran, on a parlé de la couleur du cadran, on a parlé du mouvement et maintenant on parle du bracelet. Le bracelet est complexe. Le bracelet possède 154 parties. C'est-à-dire qu'il faut être complètement taré, il faut prendre plusieurs rails de coke avant de se monter ce bracelet-là. Donc 154 pièces, dont 34 pièces de formes différentes. Vous avez compris, un truc de débile mental. Donc en fait, on retrouve tout l'esprit de la Royal Oak, une montre luxueuse avec des finitions soignées. Quand on pense à bracelet en acier à l'époque, pour ceux qui en tout cas apprécient l'horlogerie, on peut penser à une marque en particulier qui est la marque Gay Frères. Alors Gay Frères, on voyait souvent GF avec la tête d'un petit bouquetin entre les deux, donc c'est à ça qu'on reconnaît cette prestigieuse marque de bracelet en acier. Alors, pourquoi je dis que c'est un peu la seule marque à laquelle on pouvait penser? C'est parce que Gay Frères, à l'origine, au 19e siècle, était une société qui faisait des chaînes. Des chaînes pour les montres Gousset, des chaînes pour d'autres bijoux et des bijoux très complexes de manière générale. Donc quand Genta pense à faire un bracelet ultra complexe pour cette nouvelle Audemars Piguet, il pense forcément à Gay Frères. Le bracelet est si complexe à réaliser que même après la livraison des premiers bracelets par Gay Frères, il faut repasser chez Audemars Piguet, retravailler sur les finitions des bracelets et évidemment au fil du temps, au fil des années qui vont s'écouler, on va arriver à des procédés plus simples et une fabrication plus efficace, si je puis dire. Tout commence en 1971, donc à cette foire de Bâle, quand donc Georges Gollet présente le nouveau prototype, les premiers prototypes de cette Audemars Piguet Royal Oak aux différents agents qui la trouvent fantastique. Ils commencent à passer leurs premières commandes. Donc de mémoire, 800 commandes. Georges Gollet rajoutera 200 montres en plus au cas où il y ait besoin de recommander des pièces. Donc voilà, une première production de 1000 pièces. On ne se rend pas assez compte en fait que 1000 pièces c'est énorme pour l'époque et que le Georges Gollet on le prend pour un fou furieux. C'est-à-dire qu'à l'époque, Audemars produisait entre 5000 et 6000 pièces par an et il y avait plus de 200 références. Donc en fait, il n'y a jamais plus de 100 pièces qui sont produites pour une référence et là, d'un seul coup, on passe commande de 1000 pièces. C'est assez fou. Et alors en fait, alors que la première série devait être en fait une édition limitée de 1000 pièces, je pense que à raison, Georges Gollet avait un peu peur, avait un peu d'hésitation sur la façon dont ces pièces allaient se vendre. Il décide finalement d'annuler cette édition limitée et en fait de communiquer sur des séries, donc les séries A, B, C et D. Alors, il y aurait eu des séries en fait qui n'auraient pas porté la mention A, B, C ou D, qui seraient des pré-séries A, mais ça on va pas forcément rentrer dans le sujet parce que c'est des choses qui sont soumises à grande expertise et qui laissent encore le doute planer même aujourd'hui. Mais en tout cas voilà, 4 séries qui seront produites entre 1972 et 2002. Il faut savoir aussi, parce que depuis le début je parle d'Audemars Piguet, même j'ai évoqué les mots Royal Oak, que la montre ne s'appelle pas encore Royal Oak. Et on insiste pour trouver un nom à cette montre, puisque ce sera la première montre chez Audemars Piguet à bénéficier d'un nom. Avant on parlait par référence. Donc voilà, on va parler d'Excalibur en pensant à l'armure du scaphandrier, on va parler à Safari, la montre de sport pour tout le monde, et je passe à un nombre de noms assez fou furieux. Le nom de Royal Oak est retenu et la marque communique là-dessus dans les années qui vont suivre de deux façons, à la fois pour le chêne royal qui avait en fait sauvé la vie au roi Charles II d'Angleterre, mais aussi une référence à des navires blindés de la Royal Navy à la fin du 19e siècle. Donc voilà, un peu des deux, mais en tout cas voilà quelque chose de cuirassé, quelque chose de solide, quelque chose de noble, tout à fait la Royal Oak qu'on connaît aujourd'hui. La production de la Royal Oak commence en 1972 et il faut savoir que
en 1975, on a à peu près vendu 2000 pièces. En France, le démarrage est assez lent. En Italie, le démarrage n'est pas mauvais, mais finalement, les années d'après, les commandes sont basses. Donc, aux yeux des gens, la Royal Oak d'Audemars Piguet n'est pas forcément un succès commercial. Alors, c'est un peu à mettre en nuance parce qu'en fait, si on regarde le reste du monde, l'Asie, la Suisse notamment, il y a beaucoup de pièces qui sont écoulées, il y a beaucoup de commandes qui sont faites. Donc en fait, c'est pas forcément un échec commercial, c'est même le début d'un succès, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si à l'époque, la montre reçoit de nombreuses critiques, peut-être parce qu'elle est trop avant-gardiste, parce que c'est une montre qui vient d'une grande marque de luxe et c'est une montre en acier, peut-être très sportive, très géométrique. Enfin, voilà, toutes ces raisons font que la montre n'est pas très appréciée, mais en tout cas, elle fonctionne bien dans certaines parties du monde. Nous sommes donc en 1972, la montre, la Royal Oak, est lancée. Gérald Genta ne fait plus partie de l'entreprise puisqu'il a décidé, en fait, c'était une réflexion mûrement réfléchie depuis la fin des années 60, de lancer sa propre marque avec ses propres designs. Et donc il le fait à Bâle en 1972 en présentant une montre de mémoire réalisée en bois. Dans tous les cas, en fait, donc il est parti de chez Audemars Piguet et dans le cours des années 70, apparaît la personnalité d'une femme assez importante dont il faut parler, qui s'appelle Jacqueline Dimier. Jacqueline Dimier arrive chez Audemars Piguet en 1975, elle prend entre guillemets le relais de Gérald Genta et doit redonner un petit coup au Royal Oak en diminuant les diamètres de la Royal Oak, de proposer des Audemars Piguet Royal Oak pour les femmes. C'est elle aussi qui présentera plutôt vers la fin des années 70 et au cours des années 80 le modèle Quartz de la Royal Oak qui en fait a fait son retour il y a quelques années. On en a parlé beaucoup parce que c'est une montre qu'on apprécie, c'est une montre qui a un joli design. Évidemment, elle n'a pas la même tronche que la Royal Oak, mais il ne faut pas la négliger pour autant et c'est Jacqueline Dimier qui en est responsable à côté des Royal Oak pour femmes. Au cours des années 80, sans rentrer dans les détails les plus profonds, on va voir l'apparition de complications sur la Royal Oak que l'on connaît. En 1983, une complication Day-Date. En 1989, une complication Dwell Time, donc un second fuseau horaire et la vision des 24 heures. Un calendrier perpétuel que l'on apprécie beaucoup et qui aujourd'hui casse des gros records en vente aux enchères est présenté en 1983 et j'en passe. On se souvient aussi du développement dans ces années-là du chronographe dit Kasparov, le chronographe Audemars Piguet, et un peu plus tard, en 1992, la Royal Oak Offshore, donc un peu plus massive, un peu plus sportive, des montres qui sont produites dans des quantités très limitées à l'époque. Ce qu'il faut retenir après, c'est l'année de 1992, parce que c'est les 20 ans de la Royal Oak, et on produit la Royal Oak Jumbo, toujours pour cette grande taille de 39 mm, jubilée. La référence 14802, produite dans une édition limitée à 1000 exemplaires, qui retrouve un peu de l'âme de la Jumbo que l'on connaissait, la 5402 de 1972, toutefois avec le logo AP à midi, mais avec le boîtier qu'on connaît, le cadran et sa couleur, toute l'identité de la Royal Oak. En 1996, on voit l'apparition de la référence 15002, alors c'est une référence très particulière qui sera produite à très peu d'exemplaires, mais ce qu'il faut retenir véritablement, c'est que en 2000, la référence 15202 fait son apparition. Donc les premiers modèles de la 15202 ressembleront en fait au modèle Jubilé qui avait tellement bien fonctionné qu'on s'est dit qu'il fallait faire le grand retour de la Royal Oak Jumbo dans des éditions qui ne seraient pas limitées, ce qui est bien évidemment assez intelligent. Mais en 2012, cette référence 15202, mais qui est exactement la même chose, en fait se rapproche complètement du design cadran de la montre 5402 de 1972. En effet, le logo AP n'est plus à midi mais à 6 heures et nouveauté, on peut observer le joli mouvement automatique et fin à travers une glace saphir. Alors après vous avoir parlé quand même de manière assez détaillée de ces anecdotes et du développement de la naissance de la Royal Oak d'Audemars Piguet donc en 1972, il est temps de parler du 50e anniversaire aujourd'hui en 2022 de cette montre assez grandiose. Donc Audemars Piguet a présenté des nouveautés donc à la fois pour son modèle Jumbo en 39 mm, comme pour ses références 3 aiguilles donc avec seconde centrale en 37 mm et aussi pour ses chronographes. Aujourd'hui on va se limiter à parler de l'emblématique Jumbo. En fait rien ne change, mais tout change. Donc c'est un peu comme ces histoires en horlogerie chez certaines marques, pour ne pas citer la marque à la couronne, d'évolution subtile mais jamais de révolution, on vient casser tout ce qu'on avait fait auparavant. La montre, la nouvelle référence Royal Oak d'Audemars Piguet en 2022 prend la référence 16202, elle vient remplacer la 15202 dont je viens de parler juste avant, et comme ça en la regardant au premier coup d'œil, on ne voit
rien qui change. En la regardant au deuxième coup d'œil, on ne voit rien qui change. C'est simple, en fait, il faut retourner la montre et comprendre que le mouvement qui l'équipe est tout nouveau, tout neuf. D'ailleurs, on remarque que sa masse oscillante a été gravée 50 years pour cette année 2022, les 50 ans de la marque. Donc, c'est des séries qui seront limitées évidemment en 2022, environ 1000 pièces pour tous les modèles de Jumbo, équipé du nouveau calibre 71-21 avec quelques évolutions marquantes. Il est un tout petit peu plus large que le calibre 21-21, mais cela ne change rien au niveau du boîtier de la Jumbo que l'on connaissait auparavant. Il est un tout petit peu plus épais, mais c'est pareil, ça ne change rien à l'épaisseur du boîtier de la Royal Oak que l'on connaissait. Il faut surtout noter qu'il y a un changement d'alternance. Donc le nombre d'alternances passe de 19 800 alternances par heure à 28 800 alternances par heure, donc ça va plus vite, c'est davantage précis. La réserve de marche évolue également, en passant de 40 heures à 55 heures. Et il est maintenant possible, et ça c'est assez foufou, et en même temps c'est pas fou du tout, de régler la date de manière rapide, c'est-à-dire qu'en tirant la couronne sur la première position, vous avez un changement de date rapide, et ça avant, ce n'était pas possible. Aussi, et ça c'est vraiment pas du tout visible, la robustesse du mouvement a été quelque peu améliorée par la mise en place d'un petit système de résistance au choc qui se trouve au niveau du balancier. Donc voilà finalement cette nouvelle référence 16202 Royal Oak Audemars Piguet qui célèbre le 50e anniversaire de la marque aujourd'hui en 2022 n'était qu'une très bonne excuse pour vous parler un peu de tout le développement de cette montre, toute la naissance, toutes les anecdotes, tous les heureux fruits du hasard, si je puis dire, qui ont donné naissance à ce mythe. Et qui, j'espère, vivra encore de nombreuses années, de nombreuses décennies et restera toujours fidèle à ses origines. Donc finalement, dans mon introduction, je parlais de forme octogonale qui était liée à une forme de divinité. C'est un peu le cas avec cette Royal Oak, en fait. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo striptease réalisée par les Rabilleurs. On espère qu'elle vous a beaucoup plu, que vous avez pu abreuver votre soif de connaissances sur la Royal Oak d'Audemars Piguet, sur ses anecdotes, sur son design, sur sa naissance de manière générale. Et maintenant, quand vous regarderez la forme octogonale d'une Royal Oak, j'espère que vous penserez à la tour de vent d'Athènes, qui était une horloge hydraulique assez connue, au château des Pouilles Castel del Monte, et aussi à ses fonts Battisto. Voilà, l'Église vous aime. L'Église vous aime, c'est une parole d'amour, de réconciliation que j'aimerais vous transmettre. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.